Bonsoir mesdames et messieurs. Nous allons aujourd'hui revenir sur cette affaire qui a marqué les esprits au cours de ces dernières semaines. Avec moi sur le plateau, le commissaire Nico Sirski, chargé de l'enquête. Bonsoir commissaire. Rentrons dans les méandres de cette affaire in media res. Celle-ci commence avec la découverte du corps de Lucie Ponce, n'est-ce pas? Qui a trouvé celui-ci et où était-il? En effet, nous avons retrouvé le corps accroché à une péniche, plus précisément aux ancres de cette péniche. C'est le batelier qui nous a avertis. Vous avez donc immédiatement procédé aux analyses du corps? En effet, nous avons observé le corps pour déterminer une heure approximative du décès. Des éléments tels que l'immersion et le froid ralentissaient le processus de décomposition, mais la rigidité du corps nous a permis de trouver l'heure la plus exacte possible. Et qu'avez-vous trouvé alors sur ce corps? Un détail troublant et macabre, me semble-t-il, n'est-ce pas? C'est ça. Lucie possédait un masque collé sur son visage. Après nous avons découvert que ce masque était connu car il représentait le visage d'une inconnue du 19e siècle. Et c'est devenu une légende urbaine. Les experts ont alors constaté que dans la colle, il y avait des poils de chat. C'est un indice qui s'est révélé important et crucial pour la suite de l'affaire. Après la découverte des corps suivants, beaucoup de liens concordants sont apparus. Le masque, les jeunes filles avec aux mensurations de mannequins, les robes étiquetées la samaritaine, le chat, la noyade et le mode opératoire du tueur s'est affiné à nos yeux. Effectivement, attardons-nous sur ce mode opératoire, ce modus operandi que le tueur suivait. Et essayons d'expliquer ça à nos téléspectateurs afin qu'ils puissent mieux comprendre ce tueur. Voici notre experte en criminologie, Pauline Malherbe. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Comment Karl trouvait-il ses victimes? Le meurtrier se trouvait être réserviste de la marine. Il intervenait lors des journées défense et citoyenneté, et c'est là où il faisait son repérage. Et comme nous le disions précédemment, un même type de victime s'est dessiné. Oui, il avait une préférence pour les filles rousses ou blondes, avec la peau claire, avec une mensuration de mannequin. Elles étaient toujours d'une bonne classe sociale et très intelligentes. Nous parlions de repérage. Qu'en est-il exactement? Oui, alors, lors de ces journées d'appel, il menait une enquête. Il se renseignait sur ses victimes, ce qu'elles fréquentaient, leurs activités, et bien menait scrupuleusement son plan. Et que faisait-il finalement pour les approcher? Karl se faisait passer pour un policier, et ils allaient vers elles pour leur annoncer une mauvaise nouvelle, un accident d'un proche. Elle les suivait dans sa voiture pour aller à l'hôpital ou au commissariat de police, et il plantait une seringue dans leur cuisse avec un anesthésiant, puis les amenait dans son appartement, là où les policiers ont trouvé une salle insonorisée, et attendaient leur réveil. Mais le tueur ne s'arrêtait pas là, n'est-ce pas? Non, il mettait ses victimes dans une position type. Il les mettait debout, puis plantait une tige en métal dans son mollet pour les faire tenir debout, comme des mannequins de vitrine. Il les habillait de belles robes et collait une étiquette de la Samaritaine dessus. Dans la salle, il plaçait des chaises où il mettait des mannequins dessus, pour assister à un défilé macabre, et il devait bien sûr lui plaire et être souriante, mais ce n'était pas le cas. Que se passait-il lorsqu'il n'était pas satisfait de ce qu'il voyait? Il devenait furieux, il les détachait, puis il les noyait dans une baignoire. Les tortures étaient nombreuses, il a même cousu une perruque rousse sur l'une des victimes à vif. Il leur lacérait le visage, et après avoir effectué ce crime, il les attachait, puis il les jetait leur corps dans la Seine. Bien, merci pour ce reportage donc. Nous allons maintenant aller à la rencontre d'une famille qui a fait une découverte bien sinistre. Un reportage signé Manon Torange. Oui, bonjour Caroline. Nous allons aujourd'hui interviewer la famille Durand, la famille qui a découvert cette scène macabre. Avec moi, Charlotte, cette jeune adolescente ayant vu cette jeune fille. Bonjour Charlotte. Comment avez-vous ressenti ce moment? À la vue de ce cadavre, j'étais vraiment pétrifiée. Ça a été un moment assez éprouvant et l'image de ce corps sans vie qui flottait au-dessus de l'eau me revient sans cesse en tête. Il me hante. Et Oui, effectivement, cela a dû être terrible. Bonjour Monsieur Durand. Comment avez-vous vécu ce traumatisme? Bien évidemment, ça nous a traumatisés de voir un cadavre comme ça qui flotte à la surface de l'eau, alors que nous étions tranquillement en balade.
De plus, c'est ma fille aînée qui a vu cette horreur, à son âge. Ça a dû la traumatiser, ça va hanter ses pensées. Je n'arrive toujours pas à y croire, et pourtant c'est bien réel. Comment une chose pareille peut-elle arriver? Infliger ça à une adolescente? Comment c'est possible d'infliger ça à une telle scène de violence à une adolescente? Rien de voir son corps battu, j'imagine, torturé à un point inimaginable. Comment est-ce possible de nos jours? Ça peut arriver à tout le monde. Nous sommes vraiment pas en sécurité. Charlotte, lorsque vous avez trouvé la victime, comment était-elle? La victime avait une sorte... déjà, elle était affreuse. Et elle avait une sorte de masque avec un sourire énigmatique dessus. Et c'était effrayant. Et puis ce masque que cette pauvre jeune fille avait sur le visage, j'avais déjà visionné un documentaire qui parlait de celui-ci. Et le fait que le tueur lui ait mis cette chose qui a une telle symbolique, je trouve ça tout simplement lugubre. Que savez-vous sur ce masque, madame? Je sais qu'il a été créé à partir du visage d'une inconnue qu'on avait retrouvé noyée dans la Seine. Je crois que l'affaire n'a jamais vraiment été résolue. Mais il était accroché au mur de chaque maison afin de faire peur aux enfants. Il a aussi intéressé bon nombre d'artistes, comme des peintres ou des écrivains, je crois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner. À vous, Caroline. Je vous rends l'antenne. Merci Maman Toronge pour ces précisions. Et découvrons dès à présent l'avis de la psychologue qui a suivi l'enquête, Mademoiselle Kreis. Bonjour Mademoiselle Kreis. Éclairez-nous un petit peu sur le profil psychologique de ce tueur. Bonsoir. Le tueur est un homme extrêmement charismatique et intelligent qui utilise son apparence pour gagner la confiance de ses victimes et mieux les berner. Il choisissait ses victimes en fonction de leur ressemblance avec sa mère. La séquestration et la brutalité dont il était capable, comme les 14 coups de couteau infligés à Vanessa, s'apparentent à un traumatisme d'enfance, ce qui rend plus clair dans ses pulsions meurtrières. Non reconnu par son père et vivant sous les férules de 2 femmes fortes, sa folie s'est accentuée de façon pérenne. La maltraitance envers ces jeunes filles est semblable à ce qu'il faisait subir à ses poupées étant plus jeunes. Cela s'apparente à un désir de vengeance lié à un excès de colère. C'est une personnalité complexe et profondément torturée qui n'a pas réussi à dépasser le cycle oedipien. Merci pour votre avis. Revenons à vous, commissaire Sirski. Vos collègues vous décrivent comme un homme calme et renfermé sur lui-même, qui parle peu de lui. Est-ce vrai? Il est vrai que je n'ai pas à m'étaler durant des heures sur ma vie personnelle, car elle ne concerne que moi et ma famille. Quand je suis sur mon lieu de travail, je ne parle pas de mes problèmes, je me concentre sur l'affaire en cours. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir policier? Une affaire en particulier, me semble-t-il, n'est-ce pas? Il est difficile pour moi d'en parler, mais je crois que les événements derniers ont créé en moi un électrochoc. Pour faire cette confidence, j'ai eu envie de devenir policier, quand ma petite amie de l'époque, quand j'étais lycéen, Manon Espier, s'est faite agresser, violer et brûler. Et quels ont été vos sentiments lorsqu'on vous a appris sa mort? À l'époque, j'étais tellement triste que j'ai totalement disjoncté. J'en ai voulu à la terre entière, j'aurais pu faire la peau à l'assassin. Vous avez dû donner du fil à retordre à la police. C'est exact, ils m'ont ramassé plusieurs fois. Heureusement que mon père était là pour moi. Et alors, quel rôle votre père a-t-il joué dans votre vie? Il ne m'a jamais lâché. Quand la police m'a interrogé, il était là. Il a même dû jouer les pompiers. J'aurais pu très mal tourner, mais il m'a remis en selle. Grâce à lui, j'ai eu la force de reprendre les cours et j'ai pu entrer à Sciences Po. Et les événements derniers vous ont-ils rappelé Manon? Bien sûr, Lucie, Jade, Gwen, Vanessa, le fait de voir de jeunes filles dans le même état que Manon a fait remonter à la surface de mauvais souvenirs. Mais je ne me suis pas laissé emporter par les événements et je suis resté concentré sur l'affaire. Vous n'avez pas tiré un trait sur l'affaire Manon Espier? C'est assez difficile car j'ai pris cette affaire très à cœur. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé, ce qui me révulse. Je dois accomplir cette mission pour la mémoire de Manon. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Et merci de nous avoir accordé du temps. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.